Bérengère Couillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État à l'écologie, mais on va commencer par parler de cette affaire de Saint-Brévin, ce maire qui démissionne après une tentative d'incendie de son domicile. L'enquête est en cours, mais c'est sur fond de polémique sur l'installation d'un centre de demandeurs d'asile. Qu'est-ce qui ne va plus dans notre démocratie pour qu'on en arrive à menacer les maires ? Déjà dire évidemment mon soutien à Yannick Morez, sa famille qui traverse un moment absolument terrible. Il quitte aussi la ville, donc c'est vraiment... Oui, bien sûr, c'est évidemment toute la ville de Saint-Brévin qui est touchée. Évidemment, rien ne justifie une telle violence envers un élu, quelqu'un qui s'engage pour le bien commun, pour la République. Et moi, je suis absolument choquée. Surprise bien sûr parce que ces actes sont absolument violents, même si on a en effet beaucoup de violence dans notre pays depuis plusieurs années, et je suis moi aussi en tant qu'élu depuis 6 ans, député 5 ans auparavant, j'ai reçu à plusieurs reprises des menaces de mort. Oui, j'ai vu ça. Vous avez peur parfois, vous vous dites un jour il y aura un fou? Oui, ça arrive de le penser. Alors évidemment, on se dit qu'on est dans un pays qui est stable, avec évidemment un maintien de l'ordre, évidemment une protection grâce à nos forces de l'ordre. Mais il arrive de penser qu'il puisse nous arriver quelque chose, c'est vrai. Est-ce qu'on doit durcir les textes et dire aux gens, attention, si vous vous en prenez à un élu, il y aura une peine aggravée, c'est pas comme s'en prendre à un citoyen lambda? Je suis pas sûre que les peines suffisent à arrêter des personnes qui veulent agir ainsi. Je pense que surtout, il faut s'assurer de retrouver en fait une concorde. Et je crois qu'on ne peut pas s'attaquer à des élus qui s'engagent pour le bien commun, pour la République. Et je crois surtout qu'il faut que les Français le disent. Le soutien soit complet, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les décisions prises. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec la politique menée par le maire de Saint-Brévin ou autre, c'est juste de dire qu'on ne peut pas toucher un élu de la République. Il y a des extrémistes à droite comme à la gauche du spectre politique. Sur les sujets écologiques, il y a souvent des radicaux aussi. Vous le sentez particulièrement ? Oui, bien sûr. C'est vrai que maintenant, ça fait plus de 10 mois que je suis nommée à ce poste, et je peux vous dire que aucun projet ne se fait sans contestation aujourd'hui, c'est vrai. Et on a aussi, et c'est bien heureux, des citoyens beaucoup plus avertis sur cette question. C'est une question qui touche tout à chacun, et c'est vrai qu'il y a une 50aine d'années, dans les années 70-80, on ne parlait pas de ces sujets, et donc les projets aussi se faisaient beaucoup plus facilement. Moi, je suis bien heureuse que les Français soient beaucoup plus sensibles à cette question, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a la difficulté, même parfois lorsqu'il y a des avis scientifiques, avec évidemment des études menées sur un certain nombre de projets, il y a des contestations, et beaucoup de contestations aujourd'hui qui amènent à des violences, et donc ça, évidemment, j'y suis opposée. Alors votre actualité, pour encore quelques semaines ou quelques mois, c'est la sécheresse. Le mois de mai est pluvieux, ça a l'air de continuer ces prochains jours. Est-ce qu'il faut être rassuré, un peu, beaucoup, pas du tout? Alors c'est une bonne nouvelle, en effet. On a eu des niveaux de pluviométrie qui sont encourageants. Malgré tout, on ne rattrapera pas le retard, c'est-à-dire que en fait, les pluies du printemps ne permettent pas de recharger les nappes phréatiques. Ça se fait évidemment pendant l'hiver, et pendant le printemps, c'est plutôt, ça favorise évidemment la végétation. Donc évidemment c'est bien, et tant mieux qu'il ait plu dans le nord, particulièrement dans le nord de la France. Moi je pense particulièrement aux départements qui sont sur le pourtour méditerranéen, les Pyrénées-Orientales en tête. Voilà, et aussi autour du Rhône, où là il y a une pluviométrie qui est particulièrement basse, particulièrement aussi dans les Pyrénées-Orientales, un département qui subit une sécheresse historique. Et donc là on a une attention toute particulière. On a mis en place avec le ministre Christophe Béchu des réunions très tôt dans l'année, parce que nous avions vu que l'hiver avait été particulièrement pauvre en pluie, et donc on est en train de regarder avec attention ces départements. Et il y a eu, pas plus tard qu'hier, une cellule de crise interministérielle qui a été mise en place donc par Matignon, et la réunion avait lieu hier après-midi sur l'ensemble de la France pour évaluer la situation. Est-ce que vous dites aujourd'hui aux Français, ne partez pas en vacances dans ces régions-là, évitez les Pyrénées-Orientales, le Var, les Bouches-du-Rhône, pour éviter d'aller consommer de l'eau sur place, partez ailleurs? Alors, là où je veux rassurer tout un chacun aussi, c'est que même dans les Pyrénées-Orientales, l'eau potable est assurée. Donc il n'y aura pas de difficulté, en tous les cas connues là à ce jour, pour la période estivale. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines restrictions, et notamment aujourd'hui, depuis le 10 mai, le préfet a passé un certain nombre de consignes avec un arrêté qui prévoit la fin d'un certain nombre de choses, et donc notamment il n'a plus le droit de laver sa voiture, les golfs c'est interdit de les arroser, les piscines ne peuvent plus être remplies, donc il y a un certain nombre de contraintes sur ces territoires. Malgré tout, non, il n'y a pas d'indication de ne pas aller dans ces territoires sur la période estivale. Le tourisme est une activité importante pour ces territoires, et donc aujourd'hui, je n'ai pas ce message à faire passer. Le plan eau annoncé par le président de la République va rentrer en vigueur dans quelques mois, dans quelques années. Il faudra quelques décennies.
Pas des décennies, on a des projets à très court terme, d'ici 2027-2030. Donc non, on engage vraiment une dynamique sur ce sujet. Il y a la gestion de la crise de cet été et le plan eau vient plutôt du coup résoudre la problématique sur les prochaines années. On se donne une dizaine d'années pour agir de façon extrêmement forte. Ça passe bien sûr par la remise à niveau des canalisations. On sait qu'il y a des territoires qui perdent 1 litre sur 2. Et ça, c'est beaucoup d'argent investi. C'est beaucoup d'argent investi et donc il faut accompagner les territoires et particulièrement les petites communes qui aujourd'hui ont moins de moyens pour justement mettre en œuvre ces travaux. C'est aussi réutiliser de l'eau usée qui sera traitée. Nos pays voisins le font très bien. Je pense à l'Italie, 8% de l'eau est réutilisée, 13% en Espagne, et nous, moins d'1%. Donc on a un gap à faire. Jusqu'ici, on a cru qu'on avait de l'eau en abondance. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est plus le cas, et donc du coup, on est en capacité de mettre en œuvre un certain nombre de projets. Donc la réutilisation des eaux usées traitées, par exemple, c'est c'est des projets qu'on va initier particulièrement sur les communes littorales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Français comprennent très bien qu'il n'est pas utile d'aller rejeter de l'eau douce dans la mer. Donc c'était quelque chose qu'on va mettre en place rapidement. Vous lancez l'éco-score. En quoi cela va-t-il consister ? Alors l'éco-score, le président de la République l'a rappelé hier à l'Élysée, c'est une mesure extrêmement attendue qui va permettre en fait de valoriser principalement les produits français et les produits qui sont faits dans de bonnes conditions environnementales. L'éco-score, ça va toucher le textile et également l'alimentaire. Ça veut dire qu'en fait, un consommateur va pouvoir être informé en fait de l'impact environnemental de son produit, c'est-à-dire pour le climat, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation de l'eau, l'utilisation de pesticides, l'impact sur la biodiversité également va être pris en compte. Et donc c'est un calcul qui est généré et qui va donner un score pour ce produit. Un petit peu à l'image du Nutri-Score qu'on connaît aujourd'hui, sauf que ça va être pour l'environnement et donc sur les produits textiles dans un premier temps et également sur les produits alimentaires. Vous voulez plus de recyclage aussi pour les emballages. Est-ce à dire qu'un jour il y aura une consigne sur presque tous les emballages ? Alors on a 2 objectifs principaux. C'est vrai, c'est de mieux collecter et recycler ce que nous produisons déjà aujourd'hui. Et puis il y a aussi l'objectif qu'on ne perd pas de vue, c'est de baisser la production de ces plastiques, surtout ceux qui ne sont pas recyclables, ça c'est certain, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de plastique à usage unique à partir de 2040. Et donc il y a un double objectif qui s'opère. Donc sur le sujet du recyclage, en effet, il faut qu'on collecte mieux. En France, on n'a que 25% de l'ensemble de nos emballages ménagers plastiques qui sont aujourd'hui collectés et recyclés. C'est beaucoup trop bas alors qu'on a un objectif pour 2029 de 55%. Donc on a un gap à faire de 30%. La consigne est un des leviers. On est en train de discuter avec l'ensemble des acteurs, particulièrement les collectivités locales. Il y a d'autres solutions aussi, la tarification incitative, c'est-à-dire que plus vous triez, moins vous payez. Il y a des bonus-malus pour valoriser, mettre et récompenser, on va dire, les bons élèves. Je pense à certaines régions qui font beaucoup mieux que d'autres. Et donc, il faut inciter évidemment les mauvais élèves à faire mieux. Et la consigne fait partie des leviers qui peuvent être activés. Longtemps, l'industrie, c'était la pollution. Là, on veut réindustrialiser la France. Le président en parle aujourd'hui à Dunkerque. Mais ce sera propre. Oui, c'est bien l'objectif, c'est-à-dire de faire la France une nation verte. Et je crois que c'est absolument indispensable de faire en sorte de mettre de l'argent public sur les emplois de demain, sur l'économie verte et non pas sur des emplois qui sont amenés à disparaître. Et c'est ce que le président de la République a passé comme message hier, avec des investissements extrêmement importants et faire en sorte demain de réimplanter de l'industrie et surtout sur des friches industrielles que nous avons en masse. Quand je dis ça, c'est que nous avons 70 000 hectares de friches industrielles dans notre pays. À dépolluer souvent. À dépolluer aussi, mais ça veut dire qu'on va lutter contre l'artificialisation des sols. Le but, c'est pas de rebétonner quelque part alors que nous avons des espaces qui aujourd'hui sont prêts, qui ont accueilli de l'industrie et qui sont prêts à réaccueillir de l'industrie demain. Il nous faut à peu près 20 à 30 000 hectares de friches industrielles pour justement être en capacité d'accueillir ce que nous souhaitons accueillir tous ces demain. Projets. Ce sera bientôt la journée internationale de la biodiversité. Est-ce que la disparition des espèces n'est pas plus inquiétante que le réchauffement climatique ?
Les deux sont liés. Vous savez, la biodiversité est nécessaire et indispensable au climat et à la baisse des émissions de gaz à effet de serre parce qu'elle capte évidemment le CO2. Et en même temps, le climat fait que la biodiversité dépérit et donc les deux sont intimement liés. D'ailleurs, on le voit sur les dernières COP qu'il y a pu avoir et notamment, par exemple à Montréal, on a parlé de la biodiversité. Et c'est quelque chose qui, il y a quelques années, n'était jamais évoqué. Et donc, protéger la biodiversité, ça fait partie évidemment de ma mission, c'est extrêmement important. On est en train de regarder, de discuter avec l'ensemble des acteurs, les ONG et évidemment aussi la FNSEA, tous les acteurs qui agissent, c'est-à-dire de faire en sorte que on ait vraiment des objectifs et des cibles sur une stratégie nationale de biodiversité. Ça veut dire que demain, il faudra que l'activité humaine ait moins d'impact sur la biodiversité et qu'on mette en valeur cette biodiversité qui est absolument nécessaire à la survie humaine, tout simplement. Avec l'été, les polémiques sur la cohabitation entre le loup et l'élevage vont reprendre. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui trop de loups dans trop d'endroits en France? Est-ce qu'on n'a pas été débordé par cette réintroduction? Non, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, on a l'arrivée du loup depuis plusieurs années et on se rend compte que dans les départements qui connaissent le loup depuis plusieurs années, il y a une baisse de la prédation. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi des nouvelles habitudes qui ont été prises par les agriculteurs et surtout un accompagnement aussi de l'État qui a été à la hauteur pour faire en sorte de sécuriser les lieux d'élevage. Et donc, le loup, c'était un choix politique de faire réapparaître le loup, de faire en sorte que le loup revienne dans notre pays. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses pour accompagner les éleveurs, particulièrement les indemnisations qui sont renforcées et élargies au-delà même des moutons, c'est-à-dire ça va beaucoup plus loin que c'est que remplacer les bêtes. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est évidemment appréhender la manière dont les loups arrivent dans d'autres départements, parce qu'évidemment, ils continuent d'évoluer sur notre territoire. Bérengère Couillard, merci et bonne journée. Merci à vous. Madame, monsieur, bon, au revoir. Bérengère Couillard, on retiendra beaucoup de choses. Mieux collecter et recycler, la baisse de la production de plastique et en 2040, plus de plastique à usage unique. Tout à fait. Christophe, on vous retrouve lundi. Et lundi, eh bien, vous aurez Laurent Lafont, sénateur du Val-de-Marne du groupe Union Centriste, comme invité. Président de la commission éducation et culture au Sénat. Merci, à lundi. Radio